Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la découverte des mystères de la LP petit a sous la houlette de la NSFA. Bon, la LP petit a, pour ceux qui sont présents, vous la connaissez déjà, je pense, peu ou prou. Et vous voyez ici sa structure. Elle est constituée d'une particule LDL et on sait depuis des décennies le rôle du LDL cholestérol dans la genèse de l'athérosclérose. Mais une de ses spécificités est d'y associer une apoprotéine très particulière qui est de taille variable et qui s'appelle l'apo-petit-a. L'apo-petit-a a une parenté de structure avec le plasminogène, ce qui nous permet de comprendre une interférence avec les phénomènes de fibrinolyse et de thrombose. Donc on est en face d'une très curieuse lipoprotéine à potentialité athérothrombotique qui a été décrite il y a longtemps par Karlberg en 1963. Et dans les décennies qui ont suivi, nous avons eu toute une succession de publications qui ont permis de la classer dans les marqueurs de risque athérothrombotique et plus récemment, grâce à des études fort intéressantes de génétique mendélienne, de la rapprocher d'un facteur de risque cardiovasculaire. Mais on va le voir, nous sommes heurtés à de nombreuses difficultés, en particulier celle de la standardisation de son dosage, qui continue à nous poser des questions pratiques fort précises et qui ont abouti aussi au déremboursement de ce dosage qui n'a pas été sans poser problème aux cliniciens. Et puis d'autre part, il n'y avait pas de traitement efficace pour réduire la concentration circulante de la LP petit a. Mais les choses sont en train de changer, en particulier dans le champ de la thérapeutique, et on le verra dans le détail. L'arrivée récente sur le marché des inhibiteurs de PCSK9 qui réduisent drastiquement le LDL cholestérol, réduisent également la LP petit a de 20 à 30%, et on a déjà un certain nombre de données sur la réduction associée du risque cardiovasculaire. Et puis surtout, actuellement en phase 2 ou 3, de nouvelles molécules qui sont extrêmement puissantes, qui sont susceptibles de réduire la concentration circulante de la LP petit a de 60 à 80%, et qui évidemment ont amené à un grand regain d'intérêt vis-à-vis de cette lipoprotéine. Donc c'est la raison pour laquelle la NSFA est actuellement dans une réflexion avancée pour proposer des nouvelles recommandations. Et je remercie l'ensemble des membres du panel et un certain nombre de collègues, en particulier de la SFBC, qui nous accompagnent aujourd'hui, qui nous ont aidés à élaborer ces recommandations. Et nous avons jugé pertinent, avec le conseil d'administration de la NSFA, de vous proposer ce webinaire qui va débuter par des données générales sur la structure et la génétique de la LP petit a, puis qui vont être poursuivies par les difficultés que nous avons vis-à-vis du dosage, les données actualisées sur l'athérothrombose, à la fois fondamentale et clinique, et puis les données sur les nouveaux traitements, ce qui nous permettra de déboucher sur les propositions de recommandation de la NSFA. Donc, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter Mathilde Varret, qui est chargée de recherche dans l'unité INSERM de 1148 l'hôpital Bichat, dans l'unité de Catherine Boileau, qui est généticienne, et qui va nous parler de la structure et de la génétique de la LP petit a et de ce qu'elles peuvent nous dire. Mathilde, tu as la parole et je te laisse partager l'écran. Merci Vincent, donc je partage mon écran comme tout à l'heure. Bonjour, bonsoir à tous. Alors, voilà. Alors, comme l'a dit Vincent, la LP petit a été identifiée dans les années 70 par les travaux du généticien norvégien qui s'intéressait à une fraction du plasmatique qu'il avait appelée la bêta-lipoprotéine. Il a immunisé des lapins avec cette bêta-lipoprotéine humaine et il a réussi à obtenir un anticorps spécifique qui lui a permis de déterminer ce qu'il appelait à l'époque des individus positifs, LPA positifs, et des individus LPA négatifs. Nous savons maintenant aujourd'hui que ce trait est quantitatif.
La L-peptida est une lipoprotéine LDL-like avec la même composition lipidique que les LDL et une ApoB100. Elle se différencie par la présence d'une glycoprotéine liée de façon covalente, l'apolipoprotéine petit a, sur laquelle s'accrochent aussi des phospholipides oxydés. Elle peut aussi contenir de l'ApoE, de l'ApoA1 ou des ApoC. Elle est constituée de motifs Kringle qui possèdent presque tous un site de reconnaissance aux lysines. Celui du Kringle 4,10 est considéré comme fort et pourrait favoriser l'accrochage des phospholipides oxydés comme celui du Kringle 5. Ceux des Kringle 4,5 à 4,8 sont considérés comme faibles et participent à des interactions non covalentes de l'ApoB qui précèdent sa fixation et la formation de la liaison disulfure. Les Kringle 4,10, 5 et le domaine protéase semblent participer à empêcher l'activation du plasminogène en plasmine. Les motifs Kringle ont été nommés de par leur ressemblance avec ces petits gâteaux norvégiens typiques. Ce sont des motifs de 78 à 80 acides aminés repliés en triple boucle par 3 ponts disulfure. Le motif Kringle lui-même est composé des segments 2 à 6 et le linker est riche en sérine, tréonine et protéines et proline, au niveau desquels peuvent se lier des sucres par eau-glycosylation. Le gène LPA, qui code pour la polypoprotéine petit a, possède une forte homologie de séquence avec le gène du plasminogène, localisé en amont sur le même chromosome. Le plasminogène se compose d'une queue N-terminale de 5 motifs Kringle et d'un domaine protéase qui est actif. La polypoprotéine petit a contient uniquement les Kringle 4 et 5, ainsi que le domaine protéase, mais qui lui est inactif. Le plasminogène est le précurseur de la plasmine, qui est une enzyme indispensable au système fibrinolytique. Les Kringle du plasminogène assurent la liaison avec les résidus lysine de la fibrine. Ensuite, le plasminogène est activé en plasmine par le TPA et l'urokinase ou UPA, et permettant ainsi à la plasmine de dégrader la fibrine. Une des particularités de l'ApoB, c'est le polymorphisme du nombre de copies du Kringle 4 de type 2. Le gène L-peptida résulte de l'évolution du gène du plasminogène par duplication, délétion et mutation ponctuelle. Les deux gènes ont divergé au cours de l'évolution des primates, il y a environ 40 millions d'années. Et dans la lignée humaine, l'expansion et la différenciation du Kringle 4 du plasminogène donnent 10 types différents de Kringle 4, alors que les Kringle 1 à 3 ont été perdus. Chez les macaques et les babouins, le Kringle 5 est lui aussi perdu. L'expansion supplémentaire du Kringle 4 de type 2 résulte en ce fameux polymorphisme avec de 1 à 40 copies du motif. On peut voir ici l'image en fiche de couleur de ce motif avec 20 copies. La sonde rouge marque l'intron qui est dans le motif, alors que la sonde verte marque l'intron qui est à la jonction entre deux motifs. Ce polymorphisme du nombre de copies du Kringle 4,2 se traduit par des isoformes d'ApoB de taille très différentes, des petites avec un faible nombre de copies, aux grandes avec jusqu'à 40 copies du motif. Il est maintenant bien établi que ce nombre de copies est inversement proportionnel à la concentration plasmatique en LP petit a. Et malgré toutes ces connaissances, il persiste aujourd'hui beaucoup d'incertitudes et de controverses. Le lieu de production de la LP petit a est lui clairement établi, c'est le foie, alors que peu d'études montrent une fixation de l'apolipoprotéine libre sur les particules ApoB circulantes. Un assemblage intracellulaire et plus spécifiquement à la surface des hépatocytes est montré par de nombreuses études in vitro, in vivo, chez l'homme, les singes ou la souris. Et l'étude menée à Innsbruck a montré que sur des cellules FG2 en transfectant stable, l'ApoB est synthétisée sous forme d'un précurseur qui est glycosylé pour donner la forme mature qui sera sécrétée, que le nombre de copies du Kringle 4,2 détermine la proportion d'ApoA qui est nouvellement synthétisée et sécrétée par rapport à celle qui est dégradée dans la cellule, et que les petites isoformes d'ApoA sont moins rapidement sécrétées que les grandes.
Différentes études sur les lipoprotéines isolées montrent que l'on retrouve la L-peptida principalement dans la fraction d'une densité correspondant au LDL. Et même s'il existe un petit peu de L-peptida dans la fraction VLDL, comme elle a le même taux de catabolisme que la fraction des LDL, elle ne peut pas aussi être le précurseur de cette dernière. Il semble donc beaucoup plus probable que la L-peptida entre dans la circulation sous la forme de LDL. Les données de cinétique in vivo chez l'homme divergent quant à la stabilité du lien entre apo-petit-a et apo-B100. L'équipe de Boston montre que le taux catabolisme de L-peptida est plus faible en suivant le marquage avec l'apo-petit-a qu'en suivant le marquage avec l'apo-B. À l'inverse, l'équipe de Watts-Appert montre un métabolisme identique de la L-peptida suivant le marquage qui est suivi, suggérant que l'apo-petit-a reste accroché à la même protéine apo-B tout au long de son séjour dans la circulation. Les données impliquant le récepteur des LDL comme récepteur de la L-peptida sont controversées et aucun consensus ne ressort aujourd'hui. D'autres récepteurs ont aussi été suggérés pour la L-peptida. Ils sont listés ici dans les travaux de la thèse de Valentin Blanchard que j'ai eu la grande chance de rapporter en juin dernier. Valentin a fait un travail remarquable et dans cette liste, on retrouve le récepteur DLDL, mais aussi d'autres récepteurs de la même famille comme LRP1, l'amigaline ou le récepteur des VLDL, des récepteurs impliqués dans l'athérosclérose comme CD36 et SRB1, ou des récepteurs impliqués dans la réponse immunitaire comme l'annexine 2, le TLR2 ou le récepteur du plasminogène. Outre le polymorphisme du Kringle-4,2, il a été montré que la concentration de L-peptida est plutôt corrélée à son taux de production qu'à son taux de catabolisme. Seule l'étude de Schaeffer à Boston montre une corrélation avec à la fois le taux de catabolisme que le taux de production. L'équipe de Dan Rader a montré que, comme d'autres, que la corrélation est uniquement avec le taux de production et que ce taux de production est plus fort pour les isoformes de petite taille que pour celles de grande taille, avec un ratio 2x2. Plus récemment, les travaux de l'équipe de Michael Croyal à Nantes montrent une corrélation avec le contenu des L-peptida en lipoprotéine E. Les faibles concentrations correspondent aux isoformes de grande taille, alors que les fortes concentrations correspondent aux isoformes de petite taille. On peut donc imaginer que la possibilité de fixation de l'ApoE est plus facile sur ces isoformes de petite taille. Le gène LPA est situé sur le bras long du chromosome 6. Il est composé de 26 exons, dont plus 2 exons par nombre de copies du Kringle de type 2. Du Kringle 4 de type 2, pardon. Il existe 3 sous-types de ce Kringle 4.2 nommés A, B et C, qui diffèrent par la présence de mutations silencieuses dans le premier exon et dont la fréquence varie selon les populations. Outre le polymorphisme du Kringle 4.2, il a été montré que la concentration de L-peptida dépend aussi d'un certain nombre de polymorphismes dans le gène LPA lui-même. On distinguera les variations activatrices associées à une augmentation de la concentration de L-peptida aux variations inhibitrices associées à des diminutions de concentration de L-peptida. Ces variations sont localisées soit en amont du gène dans l'annonceur ou le promoteur, soit au niveau des exons, donnant lieu à des substitutions fausse sens. 2 variations, ici, sont associées sont à l'origine d'allèles nuls, conduisant à l'absence de production de protéines et à l'origine de formes familiales de déficit en L-peptida, dont le phénotype est bénin. Certaines de ces variations ont montré une activité fonctionnelle et d'autres ont montré une association avec le risque cardiovasculaire, mais souvent cette association est due au fait que le polymorphisme est en déséquilibre de liaison avec le polymorphisme du Kringle 4.2 et donc que l'allèle associé au risque cardiovasculaire est transmis avec l'allèle du Kringle 4.2. Il est donc fort probable que seul l'effet du Kringle 4.2 soit donc effectif.
Et dans certains cas, la transmission conjointe d'un allèle inhibiteur avec un allèle activateur du Kringle de 4,2 conduit à une absence d'effet sur la concentration en LP petit a. Par ailleurs, il existe aussi une grande disparité de fréquence de ces variations selon la population, une grande différence entre les deux populations quand on a déséquilibre de liaison avec le Kringle 4,2. Par exemple, ce SNP ici est en déséquilibre de liaison avec le Kringle 4,2 uniquement dans la population mexicaine, mais pas les autres. Et certaines variations présentent aussi une association avec la concentration de LP petit a dans certaines populations et pas d'autres. Par exemple, ce SNP ici est associé à une diminution de la concentration en LP petit a chez les Africains, mais pas chez les Européens. Et pour terminer en 3 diapositives, puisque ce nombre de répétitions du Kringle 4,2 est important, je vais parler des techniques qui permettent de le détecter. Donc, depuis les années 90, le Western blot reste la technique de référence, qui est la seule à détecter les isoformes réellement exprimées. Plus récemment, la chromatographie liquide couplée à la spectro de masse s'est montrée robuste. Elle donne la taille exacte de la peau petit a pour les homozygotes, mais pour les hétérozygotes, elle ne peut donner que la moyenne des deux isoformes circulantes pondérées par leur expression. Par exemple, pour cet individu ici, avec 21 copies sur un allèle et 29 sur l'autre, d'une expression quasi équivalente, en spectro de masse, on trouvera une moyenne qui sera égale à 25. Et pour l'ADN, détection du nombre de copies sur l'ADN, c'est encore plus compliqué parce que, de par la taille du motif répété, qui est de 5,5 kilobases, depuis les années 90, des laboratoires spécifiques, une poignée de laboratoires spécifiques utilisent l'électrophorèse en champ pulsé couplée au Southern blot ou le FISH, mais ce sont des techniques très lourdes et qui nécessitent un appareillage spécifique. Dans les années 2000, on a vu apparaître la PCR quantitative qui permet une quantification facile du nombre de Kringle. Par contre, elle ne donne que la somme du nombre de Kringle des deux allèles. Pareil pour le séquençage nouvelle génération. Et juste pour terminer, 2 mots sur le génotypage qui ne permet pas de compter le nombre de copies, mais comme certains SNP sont en déséquilibre de liaison avec le polymorphisme du Kringle 4,2, ils peuvent être utilisés comme indicateurs. Cependant, ils ne marquent que la moitié des petites isoformes et donc la fréquence de faux négatifs est très élevée. Et juste pour terminer, mais je ne suis pas spécialiste, c'est Mathilde Di Filippo qui pourra peut-être vous en parler un peu plus pendant la discussion. Il existe aussi depuis quelques années un score génétique de risque qui utilise des SNP associés au risque cardiovasculaire identifiés par des études de GWAS et des SNP qui sont dans les gènes LPA, ApoE et SORT1. Mais à ma connaissance, aucune comparaison entre les différents scores n'est disponible pour décider lequel d'entre eux et comment ces scores peuvent être utilisés en pratique. Merci pour votre attention et désolée si j'étais un peu longue. Mathilde, Xavier, une question. Oui, tu as parlé des phospholipides oxydés. Est-ce qu'on sait quel type de phospholipides et qu'est-ce qu'ils deviennent en fait? Alors, non, je ne sais. Moi, je ne sais pas. Alors, si tu le permets, Xavier, ce qu'on a prévu de faire, là, je m'étais coupé le son, c'est de regrouper les questions à la suite des 2 premières présentations. Donc là, on reviendra sur le sujet des phospholipides oxydés un petit peu plus tard dans le déroulé des exposés. Et donc, on a la chance d'avoir 2 Mathilde comme oratrices. Donc là, je vais passer la parole à Mathilde Di Filippo, hein, qui est biologiste dans le département de biochimie et de biologie moléculaire des Hospices civils de Lyon et qui va concentrer son exposé sur les dosages et quel dosage pour la LP petit a, ce qui est une vaste question. Mathilde, tu as la parole. Alors, tu as dû couper ton micro. Voilà.
Est-ce que vous m'entendez? Là, oui. Nous t'entendons maintenant, oui. Oui. On ne t'entendait pas Oui, avant. c'est bon. Et du bon. coup, vous voyez, je suis désolée, vous voyez ma présentation On également? la voit, tu peux la mettre en plein écran. Voilà, parfait. Allez, c'est parti. Donc, Mathilde Di Filippo, je suis biologiste aux Hospices civils de Lyon. Je vais vous présenter la thématique LPA quel dosage à partir de diapositives préparées avec le professeur Dominique Bonnefond-Rousselot, biologiste à la PHP. Il nous a semblé indispensable de faire un petit rappel avant de commencer sur le dosage de la LPA sur le principe des immunoessais. Ils impliquent une reconnaissance antigène-anticorps, l'antigène étant contenu dans l'échantillon et l'anticorps dans le réactif. Lors de la réaction, il va y avoir une reconnaissance antigène-anticorps qui va produire un signal qui sera proportionnel à la concentration. Avant d'étudier un échantillon inconnu, il est indispensable de réaliser la réaction avec des calibrants. Donc, le calibrant dont on connaît la valeur va nous donner un signal. Et en réalité, un seul calibrant ne suffit pas, car pour ces réactions, la relation n'est pas linéaire. Donc, on est obligé en général de réaliser 5 à 6 points de calibration pour tracer la courbe de calibration. Et lorsqu'on étudie un échantillon dont la concentration en antigène est inconnue, on va déterminer le signal. Et à partir de la courbe de calibration, ça permettra de trouver la concentration de l'échantillon inconnu. Pour que ces réactions soient fiables, il est indispensable que l'anticorps soit spécifique de l'antigène, mais également que l'antigène ait les mêmes caractéristiques dans l'échantillon et dans le calibrant, et que le calibrant ait une valeur assignée grâce à une méthode de référence et que la méthode soit transférable. Si on s'intéresse maintenant spécifiquement au dosage de la LPA, l'antigène de la LPA, comme on vient de le dire, c'est une lipoprotéine qui contient 2 protéines principales, l'ApoA liée de façon covalente à l'ApoB. Donc l'anticorps devra être spécifique de l'ApoA. C'est ApoA qui, en outre, présente un polymorphisme de taille du fait du nombre de copies de Kringle de type 4-2. Ces répétitions sont associées à des isoformes de taille avec des protéines qui peuvent aller de 300 à 800 kilodaltons. Sachant que plus de 95% des individus expriment 2 isoformes de taille différente puisque le gène est très polymorphe. Et enfin, comme l'a déjà dit Mathilde, les tailles les plus petites sont associées aux concentrations les plus élevées. C'est bien que lorsque les fabricants font leur calibrant, ils ont besoin d'avoir des valeurs assez élevées pour tracer la courbe de calibration et la composition de ces calibrants est souvent importante en isoforme de petite taille. Ensuite, l'anticorps. L'anticorps, il peut être dirigé contre une région répétée, des Kringle de type 4-2. Dans ce cas-là, si la protéine qui est présente dans l'échantillon a une taille plus petite que celle du calibrant, il y aura fixation d'un moins grand nombre d'anticorps et donc une sous-estimation du signal. En revanche, si la protéine qui est présente dans l'échantillon a un plus grand nombre de répétitions, il y aura un plus grand nombre d'anticorps qui vont se fixer et donc une surestimation de la concentration. Ces méthodes sont donc sensibles à l'isoforme d'ApoA présente dans l'échantillon et ne peuvent donner des résultats qu'en masse, c'est-à-dire en grammes par litre. En revanche, si l'anticorps est dirigé contre une région non répétée, quel que soit le nombre de Kringle, un seul anticorps se fixera par molécule d'ApoA. Donc, ces méthodes sont non sensibles à l'isoforme d'ApoA, ce qui permet une expression des résultats en nanomoles par litre. Il existe des techniques ELISA qui sont utilisées que dans les laboratoires de recherche et qui ont des anticorps qui sont bien typés. Dans les laboratoires de biologie médicale, les méthodes d'immunodosage sont réalisées en milieu liquide, ce qui permet leur automatisation. Et l'idéal serait d'avoir des méthodes utilisant uniquement des anticorps dirigés contre des régions non répétées. En réalité, les kits réactifs dont on dispose actuellement sont composés d'anticorps polyclonaux dont l'immunogénicité est peu connue et qui sont probablement des mélanges d'anticorps contre des régions répétées et contre des régions non répétées. Le dernier écueil pour cette technique de dosage, c'est l'absence de standardisation. En fonction des kits utilisés, les calibrants qui sont fournis par les fournisseurs peuvent être soit non traçables, et dans ce cas-là, les résultats sont exprimés en grammes par litre, soit traçables contre un étalon de référence, le PRM2B,
Et dans ce cas-là, les résultats sont exprimés en nanomoles par litre. Il faudrait privilégier l'utilisation de calibrants traçables. L'étude de Charles Nagle l'année dernière a montré qu'il existait des biais significatifs de résultats en fonction des méthodes utilisées dans les laboratoires. C'est la raison pour laquelle l'IFCC travaille actuellement sur une standardisation de ces méthodes. Donc, comme vous l'avez compris, en fonction des kits qu'on utilise dans le laboratoire, la composition des réactifs et des calibrants fournis par ces kits, on obtient soit des résultats en nanomoles, soit des résultats en grammes par litre. Se pose du coup la question de savoir si on peut convertir les résultats obtenus en grammes par litre en nanomoles par litre. En réalité, le ratio de conversion, il n'est pas unique. En effet, il dépend de la quantité d'isoformes présentes et du type d'isoformes présentes dans l'échantillon. Ici, Timikas et al. Ont montré, en comparant deux ELISA, l'un qui est non sensible à la taille de l'ALPA, exprimé en nanomoles par litre, et l'autre sensible à la taille de l'ALPA, exprimé en milligrammes par décilitre, un ratio tout niveau confondu à 2,42. Mais en réalité, pour les échantillons de faible concentration, le ratio est à 1,82, et pour les échantillons de forte concentration, le ratio est à 3,64. Ils ont également montré, en comparant cette fois-ci le kit ELISA qui n'était pas sensible à la taille avec le réactif d'Enka sur un automate, avec une première calibration, un ratio tout niveau confondu à 1,64, et en utilisant le même ELISA avec le même réactif d'Enka et un autre calibrant, un ratio à 2,02. Il n'est donc pas recommandé d'utiliser de ratio pour convertir les valeurs obtenues en grammes par litre en nanomoles par litre. Maintenant, concernant l'interprétation, les concentrations observées chez l'homme sont sur un range de valeurs assez élevé, assez important, de moins de 0,01 g par litre à plus de 2 grammes par litre. Ces concentrations sont relativement indépendantes de l'âge et du sexe, comme le montre ces graphiques de répartition des concentrations chez l'homme et chez la femme. Par contre, les concentrations dépendent de l'origine ethnique. Ici, vous avez représenté les percentiles de LPA avec trois populations d'origine caucasienne en bleu, africaine en orange et japonaise en gris. Si on s'intéresse au 80e percentile, il est à 50 nanomoles par litre dans la population japonaise, 100 nanomoles par litre dans la population d'origine caucasienne et 150 nanomoles par litre dans une population d'origine africaine. Il faut donc adapter les seuils d'interprétation en fonction de l'origine des patients. Et pour les patients d'origine caucasienne, il est recommandé d'utiliser le seuil de 125 nanomoles par litre. Les concentrations de LPA sont génétiquement déterminées, donc elles sont relativement stables. Il n'est donc pas recommandé de contrôler un résultat de dosage de LPA s'il a été déterminé en l'absence de facteurs influençant sa concentration. Les facteurs influençant non génétiques, les facteurs non génétiques influençant la concentration de LPA sont ceux liés à la synthèse, donc hépatique, et également à leur élimination, en particulier rénale. Donc, il y a des augmentations en cas d'inflammation, d'insuffisance rénale et de syndrome néphrotique, ou des diminutions de concentration de LPA en cas d'insuffisance hépatocellulaire. Enfin, la masse de la LPA est composée de 30 à 40% de cholestérol. On peut donc appliquer une correction empirique et calculer le LDL corrigé en grammes par litre en soustrayant le OLDL cholestérol exprimé en grammes par litre, la concentration à LPA fois 0,30. En conclusion, il est très important de bien connaître les méthodes de dosage utilisées, non seulement pour interpréter correctement les résultats des patients, mais également pour prendre en compte les biais dans l'interprétation des résultats d'association. J'espère que vous avez bien compris qu'il existe des techniques qui donnent des résultats exprimés en nanomoles par litre, qui ont l'avantage de donner le nombre de particules, et d'autres techniques qui permettent d'obtenir des résultats en grammes par litre, qui permettent de corriger le cholestérol LDL, mais qu'il n'est pas possible de convertir les résultats obtenus en grammes par litre en nanomoles par litre de façon fiable, et que nous sommes dans l'attente d'une standardisation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Mathilde, merci à l'une et l'autre d'être parfaitement dans les temps. Alors une question qui rejoint celle de Xavier dans le chat de Michel Lagarde qui nous demande si on connaît la nature des phospholipides oxydés associés à l'apo-petit-a et s'ils jouent un rôle dans la pathologie associée à cette apolipoprotéine. Est-ce que l'une de vous peut répondre ou compléter la réponse qui avait déjà été évoquée par Mathilde?
Alors, Mathilde Paris, je précise, je ne sais pas quels sont les phospholipides exactement, mais quant à leur rôle, ils sont très impliqués dans la fixation au sein de la paroi artérielle et dans tous les procédés d'inflammation. Processus d'inflammation, pardon. Mais il y a peut-être des gens ici qui, dans cette audience, qui peuvent en dire un peu plus que moi. Ça, c'est très intéressant, si je puis me permettre, parce que en fonction de la nature de ces phospholipides oxydés et de la nature de l'oxydation aussi, on pourrait envisager éventuellement une action thérapeutique. Enfin bon, c'est aller très vite, hein, ce que je dis. Mais... Alors, peut-être que Franck l'abordera dans son exposé tout à l'heure, mais il y a très clairement des données de la littérature qui sont convaincantes sur le rôle des phospholipides oxydés associés à l'apoptita dans la pathogénicité, en particulier l'hétérogénéité de la LP petita. Soit Franck ou peut-être John, que j'ai entrevu dans les participants, veulent commenter. J'en parlerai, Franck Bocara Paris, j'en parlerai pour la sténose aortique uniquement. Voilà, peut-être un facteur pronostic, en tout cas, de la rapidité de sévérité de la sténose aortique, mais pas dans le mécanistique. John, peut-être excusez-moi, j'ai mal entendu, Eduardo, excusez-moi. Non, c'est Vincent. John, la question, c'était de manière concise la nature des phospholipides oxydés qui étaient associés à l'apopetita et le rôle qu'ils jouaient éventuellement dans la pathologie associée à cette apoprotéine. Ce sera réabordé tout à l'heure, mais souhaites-tu commenter? C'est assez difficile parce qu'il y a, à ma connaissance, très peu de données sur la question. Je crois, par contre, qu'il s'agit, comme on pourra prédire, surtout des phosphatidylcholine, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune donnée qui soutient l'hypothèse d'une accrétion au niveau de la LP-petita d'une sous-classe particulière de phospholipides. Donc, on est là pour le moment, mais le groupe, il y a des équipes, en fait, notamment, bien évidemment, Simicas, qui sont en train d'étudier les questions et peut-être bien d'autres. Donc, malheureusement, on ne peut pas porter énormément de précision par rapport à cette question, Vincent. Merci, John. Une question, Mathilde de Lyon, sur le travail de l'IFCC et puis du papier récent de Markovina qui insiste beaucoup sur l'intérêt des techniques de spectrométrie de masse par rapport à la standardisation du dosage de l'ALP petita. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ça avait été aussi évoqué par Mathilde de Paris. Oui, en pratique, je pense que Eduardo peut-être sera le plus à même de répondre aux questions sur le travail de standardisation par l'IFCC, car il est dans le groupe de travail, je crois. Oui. Mais Eduardo, du coup, je vais peut-être laisser la parole. Oui, il existe un groupe de travail au sein de l'IFCC dont l'objectif est de créer un standard, véritable standard pour le dosage de l'ALP petita par le spectre de masse. Et l'idée est portée sur l'utilisation de quelques isoformes d'APOA recombinantes, des tailles bien connues, des tailles bien précises, qui seront utilisées dans cet objectif-là. Et le groupe est en train de faire ce travail et nous n'avons pas encore de résultats définitifs, mais c'est en cours. Ils sont en train d'analyser l'effet des APOA recombinantes sur la détection des fragments qui sont produits par protéolyse à la trypsine. Puis-je apporter, puis-je demander à Mathilde Di Filippo et puis à vous, monsieur, également. Je pensais que la société Roche disposait d'un dosage de LP petita qui était standardisé et donc avec possibilité de rendre des résultats en nanomoles par litre. À ma connaissance, je ne connais pas la standardisation, mais effectivement, la société Roche propose un kit qui rend des résultats en nanomoles par litre et avec un calibrant qui est calibré contre le PRM2B. Oui.
C'est ça. Et est-ce que tu as un retour concernant ces dosages? Du coup, moi, j'en suis pas utilisatrice. Par contre, dans la publication de Charnagle, c'est un des kits qui a été testé. Et ce qui est montré avec ce kit-là, comme avec d'autres, c'est le biais en fonction de la taille des isoformes. Alors, il y a une autre En fait, question. clairement, cette publication… Pardon. Non, moi, termine, je t'en prie. Et du coup, cette publication peut être utile à relire quand on veut avoir des données sur les kits existants. Mais le but, ce n'était pas de prouver quelle était la technique la plus juste, mais de montrer simplement les biais existants entre les techniques actuellement utilisées. D'accord. Merci Mathilde. Une dernière question alors, qui s'adresse logiquement à Mathilde, mais on ne sait pas laquelle. Les résultats de Nathalie, je pense Nathalie Schneider, les résultats de console externe de qualité PR Biocal sont demandés en grammes par litre. On est donc bien obligé d'utiliser un facteur de conversion pour rendre les résultats de EQ. Alors, je ne sais pas si c'est Nathalie Schneider ou la Nathalie qui a posé la question. Veut-elle compléter? Oui, c'est moi, mais j'ai du mal à taper sur ma tablette. Vous m'entendez là? Dis-nous alors. En fait, ce n'est pas console, c'est contrôle. Donc, en fait, je disais à Mathilde, qui vient de faire la présentation là, sur la partie dosage, qu'effectivement, on dit qu'il ne vaut mieux pas utiliser un facteur de conversion. Mais par exemple, si on utilise une trousse qui dose en nanomoles par litre, et donc tous les labos utilisent des contrôles externes de qualité pour se comparer les uns les autres. Et donc, notre organisateur d'évaluation externe de la qualité accepte des résultats en grammes par litre et pas en nanomoles par litre. Donc, on est bien obligé à un moment d'utiliser un facteur de conversion. Comment fait-elle, elle, dans son labo? Alors, nous, en pratique, on utilise un kit qui rend des résultats en grammes par litre. Donc, moi, je ne suis pas confrontée à ce problème en pratique. Par contre, moi, je connais des organisateurs du contrôle de qualité externe de ProBiocal et on peut leur suggérer de proposer de rendre les résultats dans les 2 unités, je pense. Ce serait le plus juste. Oui, parce que du coup, moi, j'avais pris un facteur moyen. Bon, après, on retombe sur nos pieds, on retombe sur les valeurs à peu près attendues, mais les EEQ, c'est en grammes par litre que ça doit être rendu. Voilà. J'en reparlerai avec Régine Cartier notamment. Très bien, on va passer, pour ne pas perdre trop de temps dans le déroulé des exposés aux exposés suivants, et je demanderai aux orateurs de bien vouloir répondre directement. Il y a 1 ou 2 questions complémentaires directement sur le chat. Et j'ai donc le plaisir d'introduire le 2e modérateur, mon ami Eduardo Anglescano, qui est directeur de recherche à l'unité INSERM S1140 à la faculté de pharmacie Paris Observatoire, et avec lequel j'ai eu bien du plaisir à travailler sur la LP petit a il y a pas mal d'années maintenant. Donc, pour débuter sur la question de la LP petit a et de l'athérothrombose sur le versant plus fondamental. Donc, Eduardo, tu as la parole et il faut que tu puisses partager ton écran. L'écran est partagé. Vous ne le voyez pas? Là, on voit une superposition d'images. Voilà, ceci est un vaisseau. Voilà. Donc, bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous parler de LP petit a et athérothrombose. Ce qui est relativement nouveau, c'est ce qui est bien établi. J'ai dû faire un choix parce qu'on ne peut pas parler de tous les travaux qui ont été faits dans ces domaines, mais ce dont je vais vous parler, c'est ce qui est largement accepté par la communauté travaillant dans le domaine de la LP petit a et l'athérothrombose. Donc, au point de départ, vous voyez un vaisseau, c'est une structure très belle avec une couche endothéliale normale, mais dès qu'il y a l'accumulation de lipides et recrutement de cellules inflammatoires, tout cela se transforme en quelque chose de très moche qui est une plaque d'athérome qui déforme la lumière, qui déforme la paroi. Et quand il y a rupture de ces plaques, il y a développement d'un thrombus. Et ce thrombus-là peut être à l'origine des phénomènes cliniques bien connus dont Franck Boccara nous parlera, que ce soit l'infarctus du myocarde ou alors l'accident ischémique cérébral. Donc, pour comprendre
comme ce thrombus peut se développer à partir de la plaque d'athérome, il y a actuellement plusieurs éléments qui nous indiquent qu'il y a deux façons principales d'arriver à la formation d'un thrombus. D'accord avec ce que Peter Lee expose. Soit il y a une rupture de la plaque, et c'est ce qu'on voit ici, avec exposition des corps lipidiques et des structures qui sont pro-thrombotiques et qui vont exposer des substances sur lesquelles les plaquettes vont agréger, et plutôt les facteurs de la coagulation vont s'assembler pour arriver à la formation d'un thrombus qui contient certes des plaquettes, mais pas autant que dans le cas d'un thrombus qui se fait par érosion de la plaque. Cette partie-là, qui était un petit peu négligée par rapport à ce qu'on appelait la plaque vulnérable, c'est quelque chose qui est en train de prendre de plus en plus d'importance, puisque c'est à partir de là que se forment les thrombus qui sont très riches en plaquettes. Vous voyez la différence entre ce type de thrombus dans lesquels il y a certes des plaquettes ici en mauve, mais il y a beaucoup plus quand le thrombus se forme à partir d'une plaque érodée. Et donc, pour comprendre ça, il faut qu'on aille, nous, à l'intérieur de ce thrombus, voir ce qui se passe, c'est ce qu'on peut trouver à l'intérieur de ce thrombus. Et c'est ce qu'on trouve, c'est qu'il y a du plasminogène, c'est la molécule que vous a présentée Mathilde Varé. Ce plasminogène, il est formé par des structures modulaires qui ont une certaine autonomie fonctionnelle. Chacun de ces klingels peut avoir une fonction particulière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve aussi au sein de la plaque ces mêmes types de structures, klingel 4, klingel 5 et région sérine protéinase, mais qui cette fois-ci n'appartiennent pas au plasminogène. Elles font partie de la structure de l'apopetita, qui est le composant caractéristique, distinctif de la LP petita. Donc, ce sont ces deux éléments sur lesquels je vais insister et pourquoi est-ce que la apopetita peut modifier la fonction de ces plasminogènes. Donc, il y a deux éléments. D'une part, comme je mentionnais avant, la LDL qui est responsable pour les aspects de formation de la plaque d'athérome, et l'apopetita qui est beaucoup plus liée au phénomène thrombotique ou prothrombotique. L'APOA et les plasminogènes, comme l'a dit Mathilde Varé, ils sont un gène ancestral commun. L'APOA a une structure similaire à celle du plasminogène. Et c'est quoi les plasminogènes? Les plasminogènes, c'est l'enzyme centrale de la fibrinolyse. C'est le précurseur de la plasmine, l'enzyme fibrinolytique. Et vous voyez bien que cette molécule-là, elle possède des structures qui sont les klingels, klingel 1 et klingel 4 en particulier, parce que ces klingels-là, elles possèdent une structure qui s'appelle LBS, un lysine binding site, ce qui veut dire qu'ils peuvent réceptionner des molécules qui possèdent un résidu de lysine en position carboxyterminale ou à l'intérieur de la séquence. Vous voyez ici la même structure de ces klingels-là, klingel 4, mais comme on dit, un space fillet dans lequel on voit qu'il ne ressemble plus à un pretzel, mais plutôt à une pièce montée. Et vous voyez qu'au sein de ces klingel 4, il y a ces structures-là qu'on appelle le lysine binding site, constituées par un dipôle qui est chargé positivement, représenté ici par le résidu arginine et lysine, et négativement de l'autre côté par le résidu aspartate. Et entre ces dipôles-là, il y a des résidus hydrophobes. Donc, tout est réuni pour que la lysine en rouge ici puisse s'insérer au sein de cette lysine binding site. Imaginez qu'à partir de cette lysine rouge, il y a toute la chaîne qui est constitutive de la fibrine ou toute la chaîne qui est constitutive des glycoprotéines de la membrane cellulaire qui présente des résidus de lysine en position carboxyterminale. Un résidu de lysine, c'est quoi? Il possède exactement la structure en termes de charge
négatif ici qui va se lier avec la partie positive de ce côté-là qui va se lier avec la partie négative. Et la partie hydrophobe que je vous mentionnais ici, elle est présente là dans les résidus de lysine, représentée par cette chaîne de méthylène. Donc, il se produit une interaction parfaite entre ce qui est le lysine binding site et les résidus de lysine, que ce soit de la fibrine, que ce soit des glycoprotéines de la membrane. Et par ce biais d'interaction, le plasminogène, les cliniques 1 et 4 de plasminogène permettent la liaison de ces plasminogènes à la fibrine ou aux glycoprotéines de la membrane. Et c'est quand ce plasminogène est lié à la fibrine qu'il va être transformé en plasmine par un clivage qui se fait ici au niveau de cette interaction, et ce clivage est réalisé par les activateurs du plasminogène. Vous voyez ici la région sérine protéinase et la liaison valine-arginine qui est clivée par le TPA, par exemple, qui est également lié à la fibrine et qui va aboutir au changement de conformation de la molécule qui va exposer maintenant son activité sérine protéinase et qui s'appelle maintenant plasmine. Du zymogène plasminogène, on est passé à mademoiselle plasmine. Et cette plasmine-là est responsable de la dégradation de la fibrine qu'elle produit de façon efficace puisque, comme vous voyez ici, les molécules responsables, le plasminogène circulant, c'est lié à la fibrine, le TPA libéré par la cellule endothéliale est également lié à la fibrine, et cette interaction-là va conduire à la formation de plasmine, cette plasmine-là, qui va commencer à dégrader le réseau de fibrines et à faire apparaître d'autres résidus lysine, ce qui fait que la quantité de plasminogène qui se lie progresse et la réaction fibrinolytique bat son plein. Il y a donc une destruction de la fibrine. La fibrinolyse, c'est donc la dissolution du caillot. Le TPA et le plasminogène sont liés à la fibrine et quand il y a une interaction plus forte, il y a formation de plasmine et cette plasmine-là sera responsable de la disparition du caillot. C'est ce qui se produit quand il y a une activité fibrinolytique efficace. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il quand le plasminogène ne fonctionne pas ou on l'empêche de fonctionner? À ce moment-là, il n'y a pas de formation de plasmine. Et s'il n'y a pas de formation de plasmine, je ne serai pas trop exigeant, il n'y a pas une formation suffisante de plasmine pour éliminer les caillots et il y a donc les phénomènes thrombotiques, que ce soit au niveau du cœur, du cerveau ou dans les artères périphériques. La thrombose est donc un défaut du système fibrinolytique endogène, interne, circulant. Et je peux dire ça pourquoi? Parce que vous savez tous comme moi que autour de 20% des patients qui arrivent en unité coronaire, en unité de soins intensifs, que ce soit pour un infarctus du myocarde ou alors pour un accident ischémique cérébral, autour de 20% de ces patients-là ont une reperfusion spontanée. Ce qui veut dire que la fibrinolyse endogène, finalement, s'est réveillée opportunement et a permis la dissolution de ces caillots. Donc, je confirme que la formation d'un thrombus, si la fibrinolyse, c'est la dissolution d'un thrombus, l'absence de fibrinolyse, c'est la persistance de ce thrombus-là. Qu'est-ce qui se passe-t-il quand, à la place du plasminogène, ce qui se lie, c'est la apolipoprotéine petit a de la LPA? Eh bien que le TPA soit lié à la fibrine et qu'il s'approche de plus en plus de l'apolipoprotéine petit a, il n'y a pas de formation de plasmine parce qu'au niveau du site de clivage qui devrait exister sur cette région sérine protéinase, il y a une mutation et à la place de la arginine valine, il y a isoleucine sérine. Vous vous souvenez que le site de clivage sur les plasminogènes était représenté par valine arginine et ça fait un clivage efficace pour la formation des plasmines.
cette double mutation ici empêche la formation des plasmines. Il n'y a pas de plasmine à canal pour petit a est fixé. Et il y a donc, j'insiste, contribution à la formation d'un thrombus. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis en train de dire que la petit a est responsable de tout. Avant, il y a eu l'activation des plaquettes qui ont contribué à la formation d'un thrombus, mais là, ce thrombus ne peut pas être dégradé. Donc, la thrombose, c'est un défaut fibrinolytique qui est, d'une certaine façon, favorisé par la ApoA LP petit a. Et pourquoi ça? Eh bien, parce que si vous regardez ces graphiques-là, ici à gauche, vous voyez que la quantité de ApoA qui existe ou que vous pouvez mettre dans le système, ici c'est de l'ApoA recombinante, et ici c'est des particules d'LP petit a, elle diminue la quantité des plasminogènes qui se lient à la fibrine de façon assez nette et importante. ApoA, LP petit a. Et quand cette diminution se produit et que la LP petit a se fixe à la place du plasminogène, il est logique qu'on puisse observer une diminution de la quantité de plasmines formées, des plasmines générées in situ à la surface même de la fibrine. Et ça, c'est catastrophique. Ce qui est intéressant de noter et d'observer, c'est que cette diminution de liaison des plasminogènes et de formation des plasmines est liée à la taille des isoformes. Vous voyez ici la quantité d'LP petit a liée à la fibrine en fonction de la concentration ajoutée pour une isoforme de 14 Kringel, une isoforme de 26 Kringel et la liaison presque difficilement obtenue avec des grosses isoformes de 34 Kringel. Eh bien, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que l'inhibition de la fibrinolyse par la LP petit a est une affaire de taille des isoformes d'APO petit a, ce qui veut dire que les particules de LPA qui ont des isoformes de taille relativement petite, 10 à 17 Kringel, sont des inhibiteurs puissants de la liaison du plasminogène par rapport aux isoformes de 30 Kringel et de la formation des plasmines. Et dans ces conditions-là, on obtient un effet antifibrinolytique prothrombotique. Pardon, prothrombotique. Donc, je vous ai parlé en particulier par rapport aux composants de la LPA qui sont la LDL et l'APO petit a. Je vous ai parlé en particulier de ce qui s'est fait entre l'APO petit a et son parent, les plasminogènes, qui vont aboutir à la formation des thromboses. Et ça, c'est la diminution de la fibrinolyse qui contribue d'une certaine façon aux manifestations cliniques qui seront abordées par Franck et qui sont liées à la taille des isoformes de petite taille. On parlait tout à l'heure des phospholipides oxydés et Franck va vous parler des effets de ces phospholipides oxydés au niveau des calcifications valvulaires de l'aorte. J'ai fait un choix, je n'ai pas pu vous parler d'autres choses qui sont nouvelles en ce qui concerne l'APO petit a. Par exemple, le rôle des NETs en atérothrombose. Les NETs, vous voyez ici l'ADN qui sort des neutrophiles. Mais quel est le rapport avec l'ALP petit a? Eh bien, vous le voyez ici, les NETs, c'est le DNA déployé qui contient des enzymes, la myéloperoxydase, mais surtout l'élastase du neutrophile. Et cette élastase du neutrophile est responsable de la dégradation de la APO petit a. Et ces fragments d'APO petit a seront de plus en plus antifibrinolytiques. Dans une autre occasion, probablement, j'aurai le plaisir de vous parler de ces aspects-là. Pour terminer, il est intéressant de noter que dans la plupart de ces phénomènes thrombotiques, on trouve des NETs et on trouve également de la LP petit a. Il nous manque de montrer la présence de ces fragments d'APO petit a. Et enfin, je voudrais remercier toutes ces personnes, chercheurs de France et d'ailleurs dans le monde, qui ont contribué à la réalisation de ces études et aux conclusions que je vous ai présentées aujourd'hui.
Je vous remercie pour votre attention. On va passer maintenant à la quatrième présentation, qui est celle qui va être faite par Franck Bocara, professeur de cardiologie à l'hôpital Saint-Antoine, et que j'ai le plaisir de vous présenter. Franck, s'il te plaît. Merci. Vous m'entendez? Oui. Et vous voyez ma présentation? Attends, je vais arrêter la mienne. Et là, maintenant, tu peux présenter. Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous avez en plein écran? Parfait. C'est bon. Super, merci. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité. Et je suis très honoré de parler après des personnes qui ont travaillé depuis très longtemps sur cette lipoprotéine. Et donc, je vais vous parler pendant quelques minutes des liens épidémiologiques, observationnels entre les taux élevés d'LP petit a et les événements athérosclérotiques, athérothrombotiques. Je n'arrive pas à passer. Voilà. Excusez-moi. Hop. Alors, donc tout d'abord, quelques données épidémiologiques avec pas mal d'études. J'en ai dû sélectionner bien sûr quelques études épidémiologiques observationnelles. Et là, c'est des méta-analyses qui sont très connues pour ceux qui travaillent sur cette lipoprotéine. Et vous avez donc ici une méta-analyse qui comporte 36 études prospectives, plus de 100 000 participants. Et on regarde, ici publié en 2009 dans le JAMA, s'il existe un lien entre le taux d'LP petit a et le risque d'événements cardiovasculaires, qui a été pris ici, le risque de maladie coronaire, infarctus du myocarde non fatal et fatal, donc la mortalité coronaire. Et vous voyez bien qu'on a une relation là aussi linéaire entre le taux, et surtout à partir de 50 mg par décilitre, ici, entre le taux d'LP petit a et le risque de maladie coronaire, qu'elle soit fatale ou non fatale. Dans la même méta-analyse, on montre aussi que les AVC, pour les AVC, qu'on soit un homme ou une femme, qu'il existe aussi une augmentation du risque ratio d'AVC en fonction du taux de LP petit a, et là encore, au-delà de 50 mg par décilitre. Alors, je me suis dit qu'il fallait trouver quand même des études un peu plus récentes, et j'avais trouvé 3 belles études que vous allez voir publiées en 2021, cette année, sur cette thématique. En particulier, une étude sur l'AVC que j'ai trouvée ici. C'est une étude suisse publiée dans le European Heart Journal, qui a pris des patients qui ont fait un AVC ischémique, bien sûr, pas un AVC hémorragique, et qui ont regardé, au bout d'un an, l'effet des récurrences chez ces patients, qui étaient des patients caucasiens de moins de 60 ans. Ils ont subdivisé cette population, qui avait 1700 patients, en 3 groupes, finalement, en fonction de l'étiologie de l'AVC. Vous voyez qu'on peut parler d'AVC ischémique en rapport avec de l'athérosclérose, ou plutôt des AVC qui sont thromboemboliques en raison d'une fibrillation auriculaire. On peut se dire donc que l'AVC lié à une fibrillation auriculaire est plutôt d'origine thrombotique et que l'AVC athérosclérotique est donc lié à l'athérosclérose. Et qu'est-ce qu'on remarque dans cette étude? C'est que le premier événement qui est survenu, ou la récidive d'événements d'AVC ischémique, c'est surtout en rapport avec la concentration d'LP petit a, ici en nanomole inférieur et supérieur à 100 nanomoles, pour les AVC d'origine athérosclérotique et non pas les AVC qui ne sont pas athérosclérotiques ou qui sont liés à la fibrillation auriculaire, en particulier chez les sujets de moins de 60 ans. Vous voyez ici dans cette étude, et pour la première fois, on met un lien entre vraiment le type d'AVC, qui est AVC athérosclérotique, et la concentration en LP petit a, en particulier chez les sujets de moins de 60 ans. Même chose pour la récurrence, on avait associé à la récurrence d'AVC ischémique athérosclérotique un lien entre le taux d'LP petit a, toujours avec ce seuil de 100 nanomoles qui avait été pris, donc 50, environ 50 sont une correction de 2, 50 mg par décilitre de LP petit a. Excusez-moi, j'ai du mal à passer les points. Toujours une autre étude qui avait montré le rapport avec la génétique et les variants liés à l'augmentation de LP petit a. Et on voit dans cette étude qui est là la cohorte de la Copenhagen City Heart Study de Norgestad, qui montre qu'il existe aussi une augmentation du risque d'infarctus du myocarde qui est multipliée par environ 10% et 20% en fonction du doublement du niveau de LP petit a, que ce soit la protéine plasmatique ou au niveau du gène et du variant génétique associé à l'augmentation de LP petit a. Donc les arguments là encore épidémiologiques et qui vont de plus en plus vers le causal en raison de nombreuses études, j'en ai montré qu'une là, montrant que les variants associés à LP petit a associés à une augmentation de concentration sont associés à un surrisque d'événements ischémiques, en particulier infarctus du myocarde. Une autre étude là aussi récente, très intéressante, qui regarde là aussi
les infarctus du myocarde, le premier événement et les récurrences, là encore, en fonction du taux de LP chez les patients qui étaient tous sur statine, publié il y a quelques semaines dans l'American J-Cardiol. Et là, on a pris une étude nord-américaine, 3400 patients environ qui ont présenté donc un événement athérosclérotique sous statine et on les a suivis là aussi. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le taux de récurrence du premier événement est associé à un taux élevé de LP petit a. Premier événement 70 et deuxième événement en récurrence à plus de 50 mg par décilitre. Donc il y a vraiment une relation continue entre le taux d'événement et l'augmentation de LP petit a, ici d'environ 10% pour 20 mg par décilitre d'augmentation de la LP petit a. Vous savez bien le lien fort qui existe en particulier chez les patients atteints d'hypercholestérolémie familiale. Ici, dans l'étude espagnole CEFT-ART, publiée il y a quelques années, montrons bien que le fait d'avoir une hypercholestérolémie familiale, qu'on soit un homme ou une femme, et qu'on a une augmentation de la LP petit a, est associé à un surrisque chez ces patients d'événements athérothrombotiques et ischémiques en particulier. Et là, on comparait ici à gauche des témoins qui sont de la même famille ici. Maintenant, intéressons-nous justement à l'atteinte de la sténose aortique et de la valve aortique. Là, toujours dans une autre étude de Klemsrud, Pia, de l'équipe danoise, vous voyez bien que là aussi, quand on regarde ajusté sur plusieurs facteurs, mais même déjà ajusté sur l'âge et le sexe, on a une augmentation du risque de présenter une sténose aortique, plus le taux de LP petit a est élevé dans cette étude qui comprenait environ, je crois, 70 000 patients, si je me souviens. Donc, il existe un lien là aussi, observationnel entre le taux de LP petit a et le risque de présenter une sténose aortique, ajusté bien sûr sur plein de facteurs de confusion, qui sont l'âge, l'hypertension artérielle, l'augmentation du LDL cholestérol, le diabète en particulier. Et puis, on a des études récentes aussi qui montrent qu'il existe non seulement une relation avec le taux de LP petit a, mais ici, dans l'étude de Capula, je crois que c'est Rémi Capula, publié dans le JACC, il existe aussi une relation avec les phospholipides oxydés et la progression de la sténose aortique, c'est important. On voit ici que le taux, non seulement d'LP petit a, mais aussi le taux de phospholipides oxydés est associé, on compare entre terciles, à une augmentation du risque de sténose aortique et de progression de la sténose aortique. Plus le taux d'LP petit a est élevé, plus le taux de phospholipides est élevé, plus le risque de progression est important avec une sténose qui devient significative ici au bout d'un an de surveillance. Donc, c'était la revue de la littérature sur Tsimekas que je vous ai mis ici, qui montrait bien qu'il existait une augmentation de calcification aortique et donc de la sténose aortique en rapport justement avec le taux d'LP petit a d'ATX, mais aussi de phospholipides oxydés, et qu'on avait une augmentation du gradient de vitesse, donc du retentissement hémodynamique de la sténose aortique. Plus on avait un taux d'LP petit a élevé, plus un taux de phospholipides élevé, oxydé bien sûr. Plus récemment, Rémi Capula donc a publié dans ARF une étude que je trouvais très intéressante, justement, sur le rôle justement de la POC3 sur la LP petit a et des phospholipides oxydés comme facteur pronostic, facteur de rapidité d'évolution du rétrécissement aortique. Et potentiellement, vous voyez ici, en fonction, on a la progression du rétrécissement aortique, en fonction du taux ici de la POC3, en fonction des différents terciles. Et on voit que plus ce taux est élevé, et plus la progression aussi de rétrécissement aortique, on mesure en termes de vitesse, que la vitesse du gradient transvalvulaire ventriculaire gauche aorte est élevée, était associée au taux circulant de ce marqueur. Et donc, il serait peut-être intéressant que ce marqueur non seulement stratifie les patients en termes de risque, parce que nous manquons en clinique de facteurs d'évolutif. Quel est le patient qui a à un moment donné X, un temps zéro, un rétrécissement modéré, va évoluer vers un rétrécissement qui va devenir serré, symptomatique et nécessiter un remplacement valvulaire chirurgical ou par voie percutanéenne, on ne sait pas. On n'a aucun facteur prédictif de l'évolution d'un rétrécissement aortique pour l'instant. Et donc, ça serait intéressant peut-être de stratifier les patients à risque et donc de les surveiller peut-être plus précocement, plus de façon rapprochée et les opérer peut-être plus précocement. Est-ce que ça peut être une cible thérapeutique? On attend de voir des études. Là encore, toujours dans l'étude CEF-ART espagnol publiée il y a quelques mois, là, en 2021, qui montre bien là encore que chez les patients atteints d'hypercholestérolémie, le niveau de LP petit a est associé à un risque accru de remplacement valvulaire aortique, à côté des autres facteurs qui sont l'âge, l'hypertension artérielle, le fait déjà d'avoir l'athérosclérose et un LDL qui est élevé, c'est l'exposition, la durée d'exposition à un LDL élevé. Et vous voyez bien ici que la LP petit a est associée à une augmentation de ce risque important, c'est le niveau 3 ici, au cours de 15 ans de suivi, du remplacement valvulaire aortique.
Et puis, dernièrement, publié là aussi il n'y a pas très longtemps, un peu à l'inverse finalement, en se disant, mais l'équipe de Norgestad a donc publié une étude sur 100 000 patients toujours de la Copenhague, mélangeant Copenhague, Arcebie et d'autres études danoises, et regardant sur ces individus, en comparant les quartiles de LP petit a du premier vers le plus élevé, et montrant que ceux qui ont un taux bas de LP petit a sont protégés finalement d'infarctus du myocarde, protégés de rétrécissement aortique, protégés des AVC, et en plus, de façon intéressante, qu'il n'y a pas d'augmentation de risque infectieux, de risque de cancer ou de maladie. De toute façon, c'est la fois observationnelle sur le taux et qui correspond aussi aux génétiques variants de l'effet petit a. Donc, plutôt des arguments positifs sur un nouveau traitement qui serait disponible, et Saint-Michel va nous en parler. On aurait des arguments finalement observationnels et génétiques nous montrant qu'on serait protégé d'autres maladies si on baisse le taux de l'effet petit a. Donc, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu que la LP est de façon indépendante associée au risque d'infarctus du myocarde, au risque d'accident vasculaire cérébral, et en particulier au risque de récidive de ces événements athérosclérotiques, mais aussi au risque de sténose aortique, de façon assez importante, que la LP peut être dans l'avenir une cible thérapeutique pour réduire le risque du premier événement, mais surtout probablement des récidives d'infarctus du myocarde, d'AVC ou d'apparition d'une sténose aortique. Et donc, on attend les études maintenant de phase 3 utilisant ces nouveaux anti-LP dont va nous parler Michel Farnier. Merci pour votre attention. Je remercie Franck pour cette présentation très claire. Franck, qui est également le président de la Société française de l'athérosclérose. Je vais maintenant souhaiter la bienvenue à Michel Farnier, qui est lipidologiste et qui travaille maintenant dans la section recherche de l'Université de Dijon. Il va nous parler des nouveaux traitements et il va nous indiquer aussi quelles sont les recommandations pour la LPA. Michel? Bonsoir à tous, j'espère que vous voyez ma diapositive. Oui, très bien. Très bien. Bien, merci aux organisateurs de m'avoir convié à ce webinaire. Et, cette partie des traitements a été rédigée dans le groupe de travail de l'ANSFA en collaboration avec le professeur Philippe Moulin de Lyon, que je remercie pour m'avoir donné le privilège de résumer la partie que nous avons écrite conjointement. Alors, j'ai mis qu'attendre des traitements en fait actuels et à venir, car certains traitements sont disponibles, d'autres pas encore. Et je parlerai rapidement des effets des traitements par voie orale pour vous donner un résumé, des effets des traitements après injectables, plus spécifiquement de ce qui est en développement vis-à-vis des inhibiteurs de LP-A, en terminant par quelques mots sur l'aphérèse de la LP-A. En résumé, si on regarde les traitements oraux, et je finirai en fait par les statines, on peut dire que les étimibes et les fibrates n'ont pas d'effet significatif sur la LP-A. Il était bien connu que la niacine, l'acide nicotinique, diminue la LP-A de l'ordre de 20 à 30%, mais vous savez que 2 essais de prévention ont été négatifs et ce médicament, ce traitement n'est plus disponible, tout du moins en Europe. L'anacetrapib, inhibiteur de la CETP, diminuait aussi la LP-A de façon modeste, mais là encore, ce produit n'a pas été lancé sur le marché malgré une étude de prévention effectivement positive, mais faiblement positive. Et enfin, le lomipatide, qui est un inhibiteur de la MTP uniquement utilisé dans l'hypercholestérolémie familiale homozygote, a un petit effet de réduction de LP-A. Mais de loin, la classe la plus utilisée, c'est bien sûr la classe des statines. Et classiquement, on disait que les statines n'ont pas d'effet sur la LP-A. Et plus récemment, plusieurs analyses nouvelles, en particulier par le groupe de Tsimikas, ont montré qu'il y avait plutôt un effet modeste mais défavorable sur le taux de LP-A, avec une augmentation qui peut aller de 10 à maximum parfois proche de 20%, mais vous voyez qu'il y a quand même une hétérogénéité entre les résultats, mais versus placebo, effectivement, en reprenant des analyses d'essais antérieurs, on retrouve un petit effet significatif, délétère sur la LP-A. Ce n'est pas systématique, vous voyez qu'il y a des essais où on ne retrouve pas cet effet. Est-ce que c'est lié à la dose? Ce n'est pas évident, car dans certains cas, les fortes doses de statine les puissantes montaient un peu plus, mais ce n'est pas systématique. Globalement, petit effet délétère sur la LP-A, nous y reviendrons dans des effets pratiques vis-à-vis des recommandations.
Plus important de détailler maintenant les effets des traitements injectables. Et nous avons donc ici, d'une part, le mipomersen, tout du moins disponible aux États-Unis, à nouveau uniquement pour l'hypercholestérolémie familiale homozygote. Il n'est pas disponible en Europe. Cette insistance dirigée contre l'ApoB qui évite la sécrétion des lipoprotéines donc contenant l'ApoB diminue la L-peptida de l'ordre d'environ 30%, 20 à 30%. Sont disponibles par contre, comme vous le savez, 2 anticorps monoclonaux dirigés contre PCSK9, alirocumab et evolocumab, et ces 2 anticorps monoclonaux diminuent la L-peptida de l'ordre de 20 à 30%, je vais y revenir. Et nous avons un petit ARN interférent qui s'appelle l'inclisiran, inhibiteur de PCSK9, qui est bientôt approuvé dans certains pays ou en cours d'approbation dans certains pays, qui diminue la L-peptida du même ordre de grandeur, environ 20%. Alors, il est intéressant de regarder justement ce qui a été trouvé avec les inhibiteurs de PCSK9. Et ici, vous avez la diapositive correspondant à l'étude Fourier, c'est-à-dire avec l'évolocumab. Les patients étaient très bien traités par statine. Et tout d'abord, premier résultat, ceci confirme, c'est la partie bleue de la diapositive, que les patients qui ont une L-peptida au-delà de la médiane ou au-delà de 120 nanomoles par litre ont un risque de récidive d'événements vasculaires significativement plus important, donc confirme bien le rôle de marqueur de risque supplémentaire quand on a une L-peptida élevée. Et on voit aussi que le bénéfice du traitement par l'inhibiteur de la PCSK9 est significativement plus important en termes de réduction du risque absolu, c'est-à-dire du nombre de patients traités qui sera plus faible lorsqu'il y a une L-peptida élevée, suggérant donc une possibilité d'un rôle spécifique de l'abaissement de la L-peptida, mais bien sûr on sait que de façon générale, plus le risque d'une population est élevé, plus le bénéfice est important en termes de réduction du risque absolu. La question est donc de savoir est-ce que vraiment l'abaissement de la L-peptida joue pour une part dans le bénéfice cardiovasculaire observé. Une analyse complémentaire du deuxième essai réalisé cette fois-ci avec l'alirocumab, l'étude Odyssey Outcomes, suggère qu'il y aurait un effet indépendant de l'abaissement du LDL cholestérol avec, je vous montre qu'une seule diapositive, un effet attribuable à l'abaissement de la L-peptida qui serait de l'ordre de 13% dans la réduction du risque observé, effet qui serait plus important pour le quartile de patients qui a eu un taux de L-peptida plus élevé. Il faut bien voir que ces résultats sont issus uniquement d'un modèle mathématique, d'un calcul mathématique, et j'y reviendrai sur une diapositive dans un instant. Il y a encore beaucoup de discussions pour savoir est-ce que réellement l'abaissement de la L-peptida dans un contexte de diminution drastique du LDL cholestérol par un inhibiteur de PCSK9 joue un rôle dans le bénéfice cardiovasculaire. Alors, passons maintenant justement à ce qui est en développement vis-à-vis d'une inhibition très spécifique de la L-peptida. Et nous avons 2 molécules essentiellement en développement, d'autres qui sont en projet. Un oligonucléotide antisens qui est le pelacarsen et un petit ARN interférent qui est l'olpasiran. Alors, la différence, comme vous le savez, entre l'antisens et le petit ARN interférent est une inhibition de la synthèse soit au niveau nucléaire pour l'antisens, soit en extranucléaire au niveau cytoplasmique pour le siRNA, le petit ARN interférent. Et nous avons jusqu'alors surtout des résultats biologiques, et essentiellement avec le pelacarsen. Voici le travail le plus important publié jusqu'alors, qui a étudié près de 300 patients avec une L-peptida élevée et en prévention secondaire, avec cet oligonucléotide antisens avec la technologie GalNAc pour que ce soit dirigé spécifiquement au niveau de l'hépatocyte. Et vous voyez sur cette diapositive qu'il y a une remarquable diminution dose dépendante du taux de L-peptida qui peut atteindre 80%. Donc, un effet absolument spectaculaire et majeur. Et sur la diapositive suivante, désolé, trop chargée et trop complexe, elle a uniquement pour objectif de vous montrer qu'en dehors de l'abaissement de la L-peptida, il y a effectivement une diminution significative et également dose dépendante des phospholipides oxydés liés à l'apoptida, alors que l'effet sur le LDL cholestérol ou l'ApoB est très modeste.
Vis-à-vis de la seconde molécule en développement, qui est l'olpasiran, le petit ARN interférent, nous avons uniquement des résultats de phase 1 montrés lors du dernier congrès virtuel de l'AHA en 2020, où vous voyez là aussi cette remarquable diminution dose dépendante, mais uniquement de la phase 1. Et comme un peu avec l'inclisiran, une diapositive qui suggère que l'avantage serait peut-être, mais il faudra le confirmer, d'avoir un effet prolongé, car vous voyez que là aussi, après une longue durée, eh bien, on maintient avec des doses importantes une diminution spectaculaire du taux de L-peptida. L'aphérèse des lipoprotéines, eh bien oui, l'aphérèse des lipoprotéines est très efficace pour diminuer les taux de L-peptida de l'ordre de 60 à 75% après une session de LDL-aphérèse. Et quand on réalise des aphérèses toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, puisqu'il y a un rebond après de synthèse, la réduction moyenne que l'on peut espérer sur les taux de L-peptida est de l'ordre de 25 à 40%. Il faut noter qu'il n'y a pas d'essais randomisés qui ont prouvé une réduction d'événements cardiovasculaires avec la technique de LDL-aphérèse. Nous disposons uniquement de 2 analyses rétrospectives qui indiquent une association entre la diminution de l'L-peptida et la fréquence annuelle des événements cardiovasculaires majeurs avec les références que je vous ai indiquées ici. Et je reviens sur le point de vue actuel du rôle des différents traitements, abaissant LDL seul, L-peptida en conjointement à la LDL ou seulement la L-peptida, avec, en gros, cette diapositive résume la situation où nous sommes à l'heure actuelle, que lorsqu'on utilise des statines qui diminuent les LDL et qui n'ont pas d'effet sur la L-peptida ou un effet modeste d'augmentation de la L-peptida, le bénéfice cardiovasculaire est largement démontré. Statine plus inhibiteur de PCSK9, l'effet est majeur de diminution du LDL cholestérol, plus modeste de diminution de la L-peptida et le bénéfice cardiovasculaire a été démontré. Et donc, ce qui reste à démontrer formellement, c'est qu'en abaissant de façon spécifique la L-peptida sans effet sur le LDL cholestérol, a-t-on un bénéfice cardiovasculaire? Mais il faudra des études de prévention avec une question qui se pose, c'est de combien faudrait-il baisser la L-peptida pour espérer avoir un bénéfice cardiovasculaire? Alors, 2 études, 2 analyses de randomisation mendélienne ont essayé d'estimer les réductions de L-peptida qui seraient nécessaires pour obtenir une réduction des événements coronaires équivalente à ce qui est observé par une réduction du LDL cholestérol d'une millimole de, en gros, 40 mg par décilitre. Et vous voyez qu'on arrive à des diminutions importantes, suggérant qu'il faudrait vraiment recruter des patients avec des taux très élevés. Alors, ceci est bien sûr avec l'hypothèse qu'on a pour une même quantité d'ApoB contenue soit dans les LDL, soit dans les L-peptida, soit d'ailleurs dans des remnants des triglycérides, un peu le même risque cardiovasculaire. C'est pas aussi certain que ça, car dans un travail très récent, il a été montré que l'ApoB ne peut pas être une explication suffisante pour le risque de maladie coronaire associé à la L-peptida. Et la L-peptida, c'est pas uniquement le contenu en cholestérol, c'est aussi, comme vous l'avez vu dans les présentations précédentes, ce rôle vis-à-vis de l'inflammation, ce rôle vis-à-vis du contenu en phospholipides oxydés, et peut-être finalement qu'une diminution plus modeste suffira, nous le verrons bien. Il faut pour ceci une étude de prévention cardiovasculaire, la première en cours, et l'essai Horizon, qui recrute des patients avec L-peptida franchement augmentés et dont nous attendrons les résultats d'ici quelques années. En conclusion, bien, on l'a déjà mentionné auparavant, les mesures d'hygiène de vie, de diététique, d'exercice physique n'affectent pas de façon significative la L-peptida. Le traitement par statine ne permet pas de diminuer la L-peptida, mais les patients qui prennent une statine qui ont une L-peptida élevée sont à risque plus élevé de risque cardiovasculaire résiduel. L'acide nicotinique baisse la L-peptida, n'a pas eu de bénéfice cardiovasculaire. Les inhibiteurs de PCSK9 baissent la L-peptida, mais la contribution de cette réduction vis-à-vis de la réduction du risque cardiovasculaire fait encore l'objet de débats. Et la LDL-aphérèse baisse la L-peptida et peut être parfois utile, particulièrement utilisée d'ailleurs en Allemagne pour des patients avec L-peptida très élevé et qui ont des événements cardiovasculaires récurrents.
Alors, j'enchaîne tout de suite pour ne pas perdre de temps. Au nom de tout le groupe de travail de la NSFA, en 5 diapositives, je vais vous résumer les recommandations essentielles qui font figurer dans le document que va émettre donc la NSFA. Et j'ai regroupé par type de recommandations. Vis-à-vis de la mesure en pratique clinique, je pense que vous l'avez bien compris après les exposés faits initialement dans ce webinaire, eh bien, il faudrait essayer d'exprimer les concentrations L-petit A en nanomoles par litre. Voilà ce qu'il faut recommander. Vous avez aussi bien compris qu'un facteur de conversion simple entre les essais est très difficile à proposer, même si nous le faisons avec une approximation en pratique quotidienne. Toujours vis-à-vis de la mesure, autre recommandation, je ne décris pas à chaque fois la classe et le niveau d'évidence pour gagner du temps, vous le verrez dans le document terminal, mais il est considéré actuellement qu'un taux au-delà de 125 nanomoles par litre, c'est-à-dire de façon approximative 50 mg par décilitre, 0,50 g par litre, peut être utilisé comme niveau suggérant une augmentation du risque de maladie cardiovasculaire athérothrombotique, tout du moins chez des patients caucasiens. Vous avez vu aussi qu'il va être important dans le futur de penser à corriger le LDL cholestérol calculé avec le contenu de L-peptida et que ceci doit être fait systématiquement pour un patient qui a une élévation de L-peptida connue ou suspectée, ou bien chez des patients pour lesquels on a l'impression que le traitement abaissant le LDL cholestérol n'est pas aussi efficace qu'on le penserait. Ceci peut être lié à ce contenu important en L-peptida, de cholestérol contenu dans la L-peptida. Et puis en France, nous avons donc pas de remboursement à l'heure actuelle de la L-peptida et compte tenu de l'intérêt clinique qui vous a été évoqué pendant tout ce webinaire, il est important qu'en France, on réobtienne un code de remboursement pour la L-peptida. Vis-à-vis des relations entre L-peptida et athérosclérose, il est clair que tout patient avec hypercholestérolémie familiale devrait avoir un dosage de L-peptida, que lorsque l'on a l'association d'une hypercholestérolémie familiale et d'une L-peptida au-delà des valeurs que je vous ai indiquées, eh bien ceci implique que l'on doit être plus agressif vis-à-vis du traitement abaissant le cholestérol et les LDL en particulier, et qu'on pourrait donc à ce moment-là encore plus discuter l'utilisation des inhibiteurs de PCSK9, voire, dans des cas très particuliers, eh bien ce ne sont pas vraiment admis en France, la LDL aphérèse, mais dans des formes familiales très sévères, on peut l'envisager. Et puis, et d'ailleurs, les recommandations européennes vont même plus loin en disant qu'il faut le faire pour tout le monde. Au niveau du groupe de travail, on estimait que chez tout patient qui est suspect d'avoir une dyslipidémie hétérogène ou qui a une dyslipidémie hétérogène, il est important de disposer au moins une fois d'un taux de L-peptida. Enfin, vis-à-vis des traitements, nous avons fait un certain nombre de recommandations qui ont été discutées et qui sont vraiment importantes pour la pratique quotidienne. La première est la suivante. Un taux de L-peptida au-delà de 250 nanomoles par litre, c'est-à-dire environ 100 mg par décilitre, chez des femmes pour lesquelles nous avons une histoire familiale de maladie athérothrombotique prématurée, contre-indique l'utilisation d'estrogène ou de progestérone, que ce soit un traitement hormonal substitutif ou à titre de contraception. Deuxième recommandation, un peu dans le même sens, mais qui est encore plus précise, cette fois-ci pour un taux au-delà de la valeur seuil qu'on avait indiquée préalablement de 125 nanomoles par litre ou de 50 mg par décilitre, toujours chez des femmes, mais cette fois-ci associé à un tabagisme. Lorsqu'il y a l'association avec le tabagisme à ce niveau plus faible, on considère qu'il y a une contre-indication à une contraception ou à un traitement hormonal substitutif en raison de l'augmentation du risque thromboembolique. Et puis, comme on l'a déjà évoqué, lorsqu'on a ces taux très élevés, eh bien, on doit réévaluer le risque cardiovasculaire et intensifier le traitement hypolipémien. Et enfin, dernière diapositive, un point aussi qui a été discuté et qui est important pour le futur en pratique quotidienne, lorsque l'on a un taux élevé au-delà, mais franchement élevé, au-delà de 250 nanomoles par litre ou plus de 100 mg par décilitre, chez un patient en prévention primaire, mais qui a de façon formelle une athérosclérose infraclinique, soit en raison d'un score classique supérieur à 400 unités à Gagstone, ou bien d'une atteinte carotidienne avec une sténose significative, on considère qu'il est logique de recommander un traitement antiagrégant plaquettaire. Et enfin,
pour revenir sur l'effet des statines sur le L-peptida, cette augmentation modérée de la L-peptida sous traitement par statine ne doit pas limiter l'utilisation des statines en raison du bénéfice cardiovasculaire qui a été démontré, même chez les patients qui ont une L-peptida élevée, et la classe étant la plus forte, 1 avec un niveau d'évidence 1. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation, analyse critique du traitement pour les nus taux de L-peptida et pour la présentation de ces recommandations. Pour être dans le temps, il nous reste que 2-3 petites questions qu'on va poser d'après ce qui a été mis dans le chat. Je réponds à Eric Huet. Et le site de clivage RV du plasminogène a été réintroduit dans la L-peptida dans mon laboratoire, mais nous n'avons pas récupéré la fonction d'activation par les plasminogènes, peut-être à cause d'interactions d'autres types. Et aussi à Michel Lagarde, je n'ai pas de connaissances d'études actuelles qui puissent étudier l'interaction entre phospholipides oxydés et les plasminogènes, ce qui pourrait être très intéressant. Vincent, tu as la parole. Oui, Michel, donc, combien de temps est-ce qu'on peut raisonnablement espérer avoir sur le marché, s'il n'y a pas d'événement indésirable majeur, les 2 molécules que tu as mentionnées qui, je crois, sont respectivement en phase 3 et en phase 2? Alors, je vais différencier un enregistrement mondial de la France. Il est possible que dans un délai de 2 à 3 ans, compte tenu de l'évolution de la première étude de prévention, le premier médicament puisse être disponible dans certains pays. Il faudra en France ensuite passer par les phases de remboursement et d'évaluation. Je pense qu'il est plus logique de miser sur au moins 4 ans, voire 4 à 5 ans pour avoir un remboursement en France. Mais ces études sont capitales. Je veux dire, autant l'efficacité biologique est remarquable, autant il est difficile d'imaginer un accès sans avoir le résultat des études de prévention pour ces médicaments nouveaux agissant de façon spécifique sur la L-peptida. Et dans la période intercritique, il est sans doute très important aussi de repérer le plus possible les patients qui ont des L-peptida élevés, et donc, comme les différents orateurs l'ont souligné, d'obtenir ou de réobtenir le remboursement de ce dosage qu'il était il y a une dizaine d'années et qui, malgré les efforts des diverses sociétés savantes, n'a pas été remboursé. Philippe, tu veux intervenir ? Oui, je voudrais lâcher un pavé dans la mare parce que j'ai relu, j'ai retrouvé un papier issu d'SPS 5 où les auteurs dans Circulation Precision Medicine ont regardé justement la baisse de la L-peptida induite par la niacine en regardant les quintiles de L-peptida. Et ils sont allés voir les gens qui avaient la L-peptida la plus élevée, le quintile le plus haut, là où il y aurait eu le maximum d'effet. Et ils se sont aperçus qu'avec la baisse de 30%, chez les gens qui avaient le quintile le plus élevé, il y a eu une réduction du risque cardiovasculaire qui n'a été que de 6%. Et donc, pourquoi cette baisse de 30% de la L-peptida, alors qu'on est dans des zones majeures d'élévation de la L-peptida, ne s'est pas traduite par une amélioration du risque? Le 6% est bien entendu non significatif. Alors, je peux faire un commentaire, Philippe. Je ne voulais pas parler de ce papier parce que effectivement c'est compliqué dans ces analyses post-op, mais je fais le parallèle justement avec ce que j'ai évoqué vis-à-vis de ces analyses de randomisation mendélienne qui suggèrent fortement qu'il faudrait des diminutions mais majeures de la L-peptida pour voir un bénéfice significatif sur le plan cardiovasculaire. Et le 30% observé dans l'étude HPS de Tribe que tu indiques n'atteint pas ces valeurs de près de 70 ou 100 mg par décilitre. Et donc, c'est une vraie question. C'est une vraie question et je pense que d'ailleurs, dans l'étude d'Horizon, ils ont bien fait d'avoir en préspécifié une analyse pour les patients qui seront à des taux très élevés. Alors là, ça a été pris au-delà de 90, non pas 100,
alors qu'il y aura des patients plus bas pour l'avoir en préspécifié et voir s'il y a un bénéfice uniquement chez ceux qui ont dans les cas extrêmes. C'est une question pour le futur. J'ai une dernière question, puisqu'on arrive au terme de l'horaire que nous nous étions fixé. Michel, on observe chez certains patients qui sont sous anti-PCSK9 peu ou pas d'effet de réduction du LDL cholestérol par le traitement. Est-ce que tu penses que la petite est un facteur de résistance à la réduction, à l'efficacité des inhibiteurs de PCSK9? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, je vais dire simplement mon sentiment personnel. Quand on a fait la correction vis-à-vis du taux de L-peptita, parce qu'il y a ça déjà à faire, et que le LDL n'a pas baissé comme attendu, je pense que ce n'est pas fréquent, mais on en voit de ces cas-là. Je pense qu'il y a autre chose, qu'il y a une autre cause qu'uniquement la partie de L-peptita. Mais je ne sais pas pourquoi. Très bien. S'il n'y a pas une dernière question brûlante, parce qu'il ne faut pas partir sur un sentiment de frustration, donc y en a-t-il une? Eh bien, il me reste à remercier, oui, Marie-Laure, je vous en prie, c'est la dernière. Simplement, il faut, voilà. Voilà. Je voulais savoir si vous avez, du fait de tout ce que vous avez démontré aujourd'hui, finalement choisi une période de la vie de l'être humain où un dosage unique devrait être fait avant la dégradation d'organes comme le rein ou autre, qui modifierait plus tard son dosage et nous permettrait plus d'apprécier le risque. Parce qu'il y a des pathologies particulières où des AVC peuvent toucher les enfants de façon ischémique. Et donc, ça m'intéresserait de savoir si, in fine, il y a un âge particulier, même chez l'enfant, où vous avez des normes pour cet LP petit a, pour pouvoir apprécier ce surrisque. Voilà. Michel, tu... Peut-être que Franck est plus à même de se rendre compte. Mais je peux dire simplement qu'étant donné qu'on a un taux, il faut être honnête, relativement constant tout au long de la vie, tant qu'on n'a pas effectivement d'atteinte rénale ou hépatique, quel que soit l'âge, on devrait avoir à peu près la même valeur. C'est vraiment génétiquement déterminé. L'idéal serait de l'avoir, comme d'ailleurs proposé dans les recommandations européennes, une fois pour tout le monde et pourquoi pas dès l'adulte jeune. Oui, qu'en pense Franck? Et d'autant plus jeune si dans la famille, il y a bien sûr des AVC ou des infarctus du myocarde sans qu'on ait retrouvé une cause. Absolument. C'est ce qu'on fait en particulier. Nous, c'est intéressant, on voit qu'il y a un lien probablement fort chez la femme jeune et LP petit a et AVC. Et je pense qu'il manque d'études en neurologie. C'est pour ça que j'ai montré l'étude suisse des strokes. Il faut absolument regarder ça. Il y a beaucoup d'AVC, probablement pas beaucoup. Une partie des AVC idiopathiques sans cause qui seraient probablement liés, à mon avis, à un taux d'LP petit a élevé. Quand on interroge ces familles, on retrouve souvent des AVC chez la grand-mère ou dans la fratrie. Donc, je dirais que chez l'enfant, uniquement si dans la famille, il y a des accidents ischémiques, que ce soit coronaires ou cérébraux. Et pour aller dans le même sens, et ça rejoint tout à fait la réflexion de Franck, bien penser, c'est un peu comme dans l'hypercholestérolémie familiale, quand on a un adulte qui a un accident sévère ou des récidives et qu'on met en évidence une élévation importante de l'L-peptida, de faire le dépistage dans la famille. Parce que quand on trouve un taux de L-peptida très très élevé, par exemple chez une fille, si elle fume, va se poser le problème de la contraception, etc. Donc il faut aussi que l'on ait maintenant ce réflexe, quand on a fait le dépistage dans une famille, pour un membre de la famille, d'aller voir dans cette famille si la transmission a eu lieu ou pas. Et puis après, juste pour terminer sur une histoire de chasse, si vous vous intéressez à la cardiopédiatrie aux enfants, n'oubliez pas, tout épisode thromboembolique veineux ou artériel chez un enfant sans cause retrouvée doit faire aussi rechercher une augmentation de la LP petit a. Très bien, écoute Franck, ce sera le mot de la fin. Il me reste à remercier particulièrement l'ensemble des membres du groupe de travail
qui a œuvré dans les mois précédents pour élaborer les recommandations qu'on espère pouvoir vous présenter pour publication, on va dire, dans les semaines à venir. Et remercier tous les présents qui sont restés jusqu'à 19h06. On a essayé de tenir notre temps. Grand merci également aux orateurs. Et puis, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir.